vous remercie de m'avoir invité à vous parler de la vraie vie, des patients, à remettre au centre nos patients et donc à être des aides à nos patients avec tout ce qui nous est donné pour les aider et leur faire du bien, parce que on sait tous que il faut arrêter de fumer et c'est pas bien de fumer et on est d'accord avec ça. Mais de dire que les patients se sentent bien et qu'ils peuvent ressentir du manque et que c'est pas grave, je n'adhère pas du tout, je suis désolée. Je pense qu'il faut considérer au contraire le patient, il doit choisir comment il veut arrêter, il doit choisir de quelle manière est-ce que ça l'aide le mieux, et nous sommes des coachs pour l'aider à le faire de la moindre souffrance possible. Certains patients vont choisir le sevrage du jour au lendemain parce qu'ils trouvent ça plus simple. D'autres patients vont choisir un sevrage progressif parce qu'ils trouvent ça plus simple. Et c'est aux patients de choisir, ce n'est pas aux soignants. Voilà, ça c'est un avis très personnel, mais c'est une expérience de 25 ans d'aide au sevrage tabagique. En particulier aussi pour les femmes enceintes. Je vois que vous êtes des bons soignants et que vous êtes adhérents à l'aide aux patients. Je remercie Nathalie Lazarovitch qui m'a proposé de venir vous parler. Voici mes liens d'intérêt. Je recommande son bouquin qui est très sympa et très centré sur le patient. Alors, la vapoteuse, la fameuse, on va en reparler. Mon problème, c'est que mes patients souffrent des recommandations qui vont dans le sens inverse de la progression pour l'aide aux patients, qui sont celles du Comité national des gynéco-obstétriciens concernant les femmes enceintes, et qui sont celles du Haut Conseil en santé publique, qui a régressé parce qu'il y a 6 ans, les recommandations du Haut Conseil en santé publique, qui étaient tout aussi valables et toutes avec la même responsabilité, disaient il ne faut pas décourager un patient qui est aidé à l'arrêt total du tabac avec une vape. Clairement, je dirais 70 à 80% de mes patients qui sont aidés par la cigarette électronique arrêtent très facilement au fur et à mesure la cigarette électronique. Pour les patients avec les substituts, c'est 90% des patients qui arrêtent les substituts, mais il y a en effet des patients qui continuent et qui ont besoin de continuer, comme des patients ont besoin de la méthadone pour être abstinents total du tabac ou d'autres substances. Donc je pense qu'il faut resituer ça en fonction de chaque patient, mais une bonne partie des patients vont être aidés d'une manière transitoire pour l'arrêt du tabac avec tout ce qui leur est mis à disposition. Et puis quand on voit l'étude Cochrane, en fait, on peut l'interpréter d'une manière subjective ou objective. Beaucoup de gens l'interprètent comme elle est, c'est-à-dire cette étude Cochrane avec l'étude Boulogne montre qu'il y a une efficacité claire et nette de la cigarette électronique. Les études que nous a montrées Laurence Lefaou, clairement, on peut se dire que les deux sont efficaces, donc pourquoi pas utiliser les deux si les patients le veulent. Donc c'est peut-être plutôt en pratique ça qu'il faut qu'on se mette à proposer aux professionnels de santé. Vous êtes des professionnels de santé qui connaissez bien le terrain de l'addiction et du sevrage tabagique. Malheureusement, le Haut Conseil en santé publique ou le Conseil des gynécologues font du mal aux soignants qui ne connaissent pas bien le terrain de la tabaco ou de l'addicto. Alors, la vapoteuse, c'est pour qui? Évidemment pas pour les non-fumeurs. On est tous d'accord. On va pas proposer à une personne qui ne fume pas de se mettre à vapoter. On est bien d'accord. Un jeune qui va aller vers la vape plutôt que la cigarette, ça se discute. Parce que si c'est la cigarette qui l'attire, le fait de peut-être changer pour la vape va être peut-être un conseil à lui donner pour ne pas se maintenir dans le tabagisme qui risque de lui donner des pathologies dont on connaît clairement l'existence. Une aide pour nos patients fumeurs qui a été prouvée par des études, oui. Alors si on fait un tri dans les études et qu'on ne considère que les études positives ou que les études négatives, on peut très vite arriver à une conclusion qui va être que négative ou que positive. Je pense qu'il faut tenir compte de certaines études comme l'étude de Peter Hayek, dont je vais vous montrer l'exemple tout à l'heure. Bien sûr, c'est une aide qui n'est pas un traitement, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'études randomisées en double aveugle, etc. Ce n'est pas un traitement, c'est une aide. Alors quand on conseille aux patients de faire du sport, le risque c'est quand même l'entorse de cheville, on est d'accord, ou la fracture, mais c'est pas pour ça qu'on va pas leur conseiller de faire du sport, et ce n'est pas un traitement le sport, et on sait que le sport est extrêmement important dans tout sevrage, et l'activité physique va être une aide extrêmement positive, qui maintenant d'ailleurs est remboursée dans certains cas. Donc la cigarette électronique, ce n'est pas un traitement, on est d'accord, mais c'est une aide efficace et avec du plaisir. Alors ça aussi, on ne peut pas considérer les patients
avec un plaisir quand ils arrêtent. Je pense que ça aussi c'est quelque chose d'essentiel. Nos patients ont le droit d'avoir un plaisir à l'arrêt du tabac et de pas avoir le déplaisir de la souffrance dont ils ont peur justement. Et ils ont raison. Il faut évidemment encourager tous nos patients vapofumeurs à passer à 0 cigarette parce que là on est d'accord, l'ennemi c'est le tabac. Mais dans la mesure où ils peuvent le faire avec toutes les aides possibles, donc pourquoi pas associer au substitut nicotinique, si jusque-là ils n'ont pas fait, la vapoteuse, ou pourquoi pas associer la vapoteuse au substitut nicotinique s'ils n'ont pas fait jusque-là. Elle est en effet à 95% moins dangereuse que la Public Health of England. Les Anglais font bien mieux que nous, sont bien plus en avance, et je pense qu'il faut qu'on prenne exemple sur les Anglais qui font, je peux vous dire parce que je participe des fois à leur groupe, un groupe tous les mois sur toutes les études qui sortent. Ils analysent toutes les études, ils donnent le positif, le négatif et ce qu'on peut tirer de chaque étude. Ils font un travail comme je n'ai jamais vu dans aucun pays. Et comme vous avez vu, les États-Unis décommandent la nicotine pour la femme enceinte, donc je ne sais pas comment elle va arrêter de fumer, mais ils ont beaucoup moins de fumeurs parmi les femmes enceintes que chez nous. Donc en effet, c'est pas pour les non-fumeurs, c'est à 95% moins toxique que le tabac, donc c'est beaucoup mieux de respirer l'air ambiant que de fumer ou de vapoter. On est d'accord, mais c'est beaucoup mieux quand même de vapoter que de fumer parce que c'est quand même à 95% moins dangereux. On a quand même une dizaine d'années de recul maintenant. Et puis évidemment, nos patients vont avoir un plaisir à l'arrêt sans la souffrance. Alors je pense que c'est quand même bien. Il faut peut-être le considérer aussi. Alors, la différence avec le tabac. Tiens, c'est marrant, il y a un diapo qui a disparu. Bon, c'est pas grave. La vape, qu'est-ce qu'on inhale finalement? On inhale, par rapport au tabac, 4000 substances toxiques, dont du monoxyde de carbone, des substances cancérigènes, dont du goudron. On inhale du propylène-glycol ou de la glycérine qui sert à vaporiser justement la nicotine. On peut inhaler de la nicotine et des arômes qui suivent les normes AFNOR, qui sont des normes d'ingestion alimentaire. Donc c'est très important de voir ce que c'est. Il n'y a pas de monoxyde de carbone, pas de goudron et pas de particules dans les vapes, et je pense que ça c'est important. En effet, c'est important de ne pas acheter des vapes n'importe où. Moi je conseille souvent des boutiques de vapes et non pas les bureaux de tabac. L'étude de Peter Hayek nous a montré sur 800 patients, c'est quand même une étude assez conséquente, mais c'est en effet des patients dans la vraie vie, un doublement du nombre d'arrêts chez les patients vapoteurs par rapport à des patients utilisant des substituts nicotiniques. Donc je pense que cette étude est importante à tenir compte de cette étude parce que ce sont des patients dans la vraie vie. Et ces patients, ils étaient aidés ou par des substituts ou par la vape, et en effet des vapes adaptées, parce qu'une étude qui ne donne à un patient ni le choix du goût, ni le choix du dosage, est une étude qui ne tient pas compte de la réalité du besoin de ce patient. C'est comme les études qui montraient que c'était moins efficace avec les patchs seuls que certains médicaments, mais on sait très bien que les substituts, ce qui est le plus efficace, c'est l'association avec une forme rapide qui peut permettre au patient de gérer tout de suite l'envie, le craving, l'envie de fumer immédiate, et le patch qui lui permet d'avoir un traitement continu. Donc ça, c'est aussi important de considérer le traitement le plus adapté au patient. Donc les traitements qui considèrent une seule cigarette électronique, enfin vape, pour le patient sans choix de goût et sans choix de dosage, ce n'est pas une aide qui est suffisamment objective dans ce que peut apporter une vape. Les conseils que je donne aux patients pour qu'ils puissent avoir une vape adaptée, encore une fois, je leur conseille d'abord les traitements validés. Ensuite, je leur explique la vape et je leur dis que s'ils veulent prendre une vape, il faut qu'ils prennent le goût qui leur plaît. Donc il faut aller goûter. Il faut vraiment prendre du temps chez le marchand de cigarettes électroniques, enfin de vape. Et puis, il faut qu'ils aient le dosage qui soit le plus fort en nicotine pour éviter de vapoter toute la journée, pour éviter d'être au fur et à mesure accroché à sa vape toute la journée. Donc c'est un conseil que je leur donne pour qu'ils puissent avoir tout de suite un apport de nicotine, être apaisés, pouvoir la poser. Et puis évidemment, ceux qui disent que ça irrite la gorge, il y a plusieurs manières. Leur expliquer qu'il faut vapoter en aspirant, comme si on aspire dans une paille, contre la langue et pas dans la gorge. Prendre des sels de nicotine qui sont moins agressifs pour la gorge, ça peut aider des patients à plus avoir une vape qui est adaptée à leurs besoins et l'utilisation possible. Alors, des études donc montrent qu'il y a une efficacité. Et c'est quoi la vape? Vous savez probablement tous ce que c'est, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est un
réservoir dans lequel on va mettre un liquide. Il n'y a donc pas de tabac. Ce n'est pas un produit du tabac, c'est très important. Dans ce liquide, il y aura de la nicotine ou pas. Moi, je conseille évidemment à les patients fumeurs de mettre de la nicotine, bien sûr. Et puis, il va y avoir une batterie qui va permettre d'alimenter une résistance, qui va permettre la vaporisation du propylène glycol, qui va capter l'humidité dans l'air ambiant et dans la gorge, et qui va permettre une vaporisation de la nicotine, ce qui permet au patient d'avoir une manière un peu plus proche de la cigarette, parce qu'il y a une inhalation de la nicotine. Alors, je vais vous proposer 3 cas cliniques pour vous expliquer un tout petit peu comment je procède et comment j'aide mes patients. Et puis, bien sûr, c'est ouvert à toutes vos questions par rapport à ces patients. Donc, il y a une patiente jeune qui est arrivée, qui était une vapofumeuse en fait, qui était une patiente qui fumait 20 cigarettes par jour. Elle augmente bien sûr en soirée. Elle fait peu de sport. Elle aime faire beaucoup de soirées, comme beaucoup de jeunes. Elle fait des études assez poussées. Et puis, elle a débuté la cigarette électronique parce qu'elle s'est aperçue qu'elle réduisait largement ses cigarettes en prenant la vape. Elle est donc vapofumeuse quand elle vient me voir parce qu'elle souhaite évidemment l'arrêt complet du tabac. Elle a compris que c'était quand même un maintien dans le tabac qui est évidemment toxique et elle souhaite arrêter complètement. Qu'est-ce qui s'est passé avec la vape au départ ? Au départ, elle a nettement baissé ses cigarettes. Elle était à 5 cigarettes par jour maximum. Puis elle s'est rendue compte qu'au fur et à mesure, elle reprend de plus en plus de cigarettes. Donc c'est un petit peu un phénomène assez fréquent quand les gens restent avec une consommation de cigarettes. À un moment donné, ça remonte. Donc c'est aussi pour ça que moi je les encourage très souvent à compléter avec d'autres méthodes pour pouvoir arriver à 0 cigarette, parce que c'est que de cette manière-là qu'ils se débarrassent complètement de la toxicité. Donc la dose de nicotine dans la cigarette électronique qu'elle prenait, dans la vape, était de 16 mg, parce que au-dessus ça la faisait tousser. Et puis elle souhaite évidemment un arrêt complet. Qu'est-ce que on pouvait lui proposer évidemment ? Et évidemment, on pouvait lui proposer d'associer, comme vous dites, tout à fait, des patchs. Et pourquoi pas des formes orales de nicotine. C'est ce que j'ai fait. Donc à l'époque, j'ai fait son CO qui était à 15 mg alors qu'elle était à 10 cigarettes par jour. Ça veut dire qu'elle avait quand même une forte aspiration sur ses cigarettes, qui est l'équivalent entre 15 et 25 d'à peu près un paquet par jour. Donc, elle avait un besoin fort de nicotine. Je lui ai proposé un timbre donc fortement dosé, le 25 mg, avec, si elle voulait en plus, des gommes de nicotine à disposition pour les envies restantes, pour alterner et pour éviter d'être avec un reste de cigarette, et puis pourquoi pas diminuer la vapoteuse. Elle souhaite évidemment poursuivre la vape pour son sevrage tabagique. En particulier, elle sent que ça l'aide beaucoup en soirée. Donc je laisse la patiente avancer en fonction de son rythme. Donc, 1 mois après, elle a un sevrage total de cigarettes. Elle prend les patchs de 25 qui l'aident bien. La cigarette électronique, elle a besoin de l'avoir en permanence parce que elle a pris l'habitude de l'utiliser partout et tout le temps. Elle est très contente de son sevrage. Elle l'utilise à chaque envie, donc, mais même plus la vapoteuse. Et puis, elle utilise les gommes quand elle est en cours et qu'elle ne peut pas vapoter, par exemple. Donc, elle avait quand même un besoin en nicotine qui est assez fort. On voit ça. Elle poursuit, du coup, la diminution progressive que vous connaissez bien des substituts nicotiniques, que je propose évidemment toujours en fonction du patient à son rythme. Quand elle s'est sentie prête, elle a mis la moitié puis le quart. C'était à l'époque où il n'y avait pas le remboursement total des substituts nicotiniques. Donc, dans ces cas-là, moi, j'ai aidé les patients en les coupant. Ça leur faisait à chaque fois économiser aussi un peu d'argent. Au fur et à mesure, alors vous me direz, il n'y a pas la MM, mais je pense qu'il n'y a pas de danger à couper des patchs, et finalement, c'est vrai qu'on n'a pas d'études randomisées, en double aveugle, bon, mais ça marche bien, je peux vous dire en pratique. Après 2 mois, finalement, cette patiente a arrêté complètement ou 3 mois les substituts nicotiniques, les patchs, donc elle diminue au fur et à mesure, mais elle n'est pas contente parce qu'elle est tout le temps accrochée à sa vape. Donc, qu'est-ce que j'ai pu lui proposer pour maintenant commencer à se détacher de la vape? Alors elle fumait plus du tout, ça c'est sûr, mais elle avait beaucoup besoin de sa vape, et en particulier dans les soirées. Alors je vais vous dire un petit peu ce que je conseille aux patients. Maintenant vous avez peut-être aussi des manières, je pense que chacun on a un petit peu nos sauces, mais ce qui me semble important, c'est de considérer dans la vape, il y a un grand facteur de dépendance psychologique et gestuelle, plus que dépendance physique. Plus par rapport à la cigarette, je dirais. La cigarette, c'est très très physique.
c'est vraiment très fortement nicotine parce qu'il y a ce shoot qui est extrêmement addictif. Dans la vape, c'est moins nicotine, c'est vraiment, il faut prendre la considération du gestuel. Et je commence du coup à proposer aux patients de laisser un petit peu, d'écarter la vape, de la mettre dans un coin, de ne pas l'avoir tout le temps à portée de main, avant de diminuer la dose de nicotine. Parce que s'ils commencent par diminuer la dose de nicotine, ils ont encore plus besoin de tirer dessus s'ils n'ont pas leur dose de nicotine. Donc ça, c'est une méthode que j'ai mis en place au fur et à mesure avec mes patients, c'est-à-dire que c'est eux qui m'ont appris. J'ai appris avec les patients. C'est vrai que ça fait maintenant depuis 10 ans que j'utilise la vape dans le sevrage tabagique avec les patients et c'est beaucoup au départ eux qui m'ont appris. Moi j'étais très sceptique sur la vape et très contre au départ, je peux vous dire, et j'ai pu évoluer avec mes patients et je les remercie d'ailleurs. Donc voilà, je lui ai conseillé de commencer à la poser au fur et à mesure et de garder la même dose de nicotine. Cette patiente, après 6 mois d'arrêt total de cigarettes, après 6 mois, elle a complètement arrêté donc le tabac. Elle a aucune envie de reprendre. Elle s'est mise à faire un peu de sport, qui l'aide aussi à remonter ses endorphines et à se sentir mieux dans la vie de tous les jours, physiquement aussi. Elle a, au fur et à mesure, laissé la vape de plus en plus. Et finalement, je l'ai revue au bout d'un an. Elle vapotait uniquement en soirée. Elle n'utilisait plus du tout sa vape dans la vie de tous les jours. Elle n'en avait plus besoin. Elle n'avait plus besoin non plus des substituts nicotiniques. Et elle prenait du liquide sans nicotine parce qu'elle avait peur de replonger dans le tabagisme dans les soirées avec sa vape. Voilà, patiente heureuse. Donc vous voyez qu'on peut le faire, surtout si les patients vapofumeurs. Le message, c'est évidemment le plus vite possible, 0 cigarette. Ce qui est dangereux, c'est le tabac. Et les patients, au fur et à mesure, peuvent se débarrasser, la plupart du temps, de leur vapoteuse. Dans beaucoup de cas, pas dans tous, mais dans beaucoup de cas. L'important, je dis toujours, c'est qu'ils ne reprennent pas le tabac. Là, c'est pour vous montrer, donc, du coup, un petit peu la différence. Il y a beaucoup plus de dépendance physique avec la cigarette par rapport à la vapoteuse. La vapoteuse, il faut vraiment considérer la dépendance psychologique. Peut-être que j'aille un peu plus vite, non, c'est ça? Ouais. Alors, une information importante qui vient des États-Unis. Donc, vous voyez, les États-Unis, il y a aussi des gens intelligents qui font des relevés d'informations intelligentes. On voit l'évolution chez les jeunes. C'est très important quand même. Hein. Là, c'est les 15-18 ans. Je veux dire, il faut arrêter de se voiler la face. C'est pas bien que les jeunes fument. On est d'accord. Mais il faut pas rêver. Ils vont vers la cigarette. Il y en a beaucoup qui y vont. Aux États-Unis, on s'est aperçu que la diminution, vous voyez sa ligne en bleu, du nombre de fumeurs parmi les jeunes a vraiment été accentuée au moment de la mode de la vape. Et la vape a pris un grand essor avec un pic que vous voyez dans les années 2019 et puis une chute vertigineuse. Donc c'était vraiment une mode chez les jeunes. Ils l'utilisent mais beaucoup moins maintenant. Vous voyez que ça a bien baissé. Et ça a permis quand même de bien accentuer la diminution du tabagisme chez les jeunes. Ce qui montre que voilà, on peut montrer que c'est pas une porte d'entrée, mais que ça peut être bien une porte de sortie. Donc on peut avoir bien sûr les deux exemples, mais il y a beaucoup d'études, dont l'étude Escapade aussi en France, qui ont montré que c'est souvent des jeunes qui ont déjà fumé qui vont vers la vape, et que c'est souvent une porte de sortie où ça leur évite de rentrer dans le tabagisme. Voilà, de deuxième cas clinique, on va aller un peu plus vite, c'est un patient de 64 ans. Beaucoup de facteurs de risque, donc surpoids, hypertension, stent, diabète non insulino-dépendant, dépressif parce qu'il a perdu sa femme depuis 10 ans et qui s'en remet pas, hypothyroïdie. Avec tout ça, évidemment, ses médecins lui conseillaient d'arrêter de fumer. Il se fumait 15 cigarios par jour. Il avait avant été à 2-3 paquets par jour dans le passé. Il était passé aux cigarios en pensant que c'était beaucoup mieux. Moi, je lui ai expliqué que de toute façon, c'était la même chose au niveau de la fumée, c'était aussi toxique. Et donc, je lui ai proposé des fortes doses au départ de nicotine. Alors, pour faire vite, on a commencé par 2 patchs, puis 3 patchs, avec toujours des pastilles. Il diminue nettement au départ son tabagisme. Il passe à quelques cigarios par jour. Et puis, il commence des signes de dépression importantes. J'ai introduit du coup un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, un antidépresseur. Et puis, il arrête de fumer pendant 1 ou 2 mois. Et puis, finalement, il reprend le tabac. Et donc, j'ai fini par l'aider aussi avec le Champix, que j'ai débuté devant la poursuite du tabagisme et la difficulté d'en sortir. Après 3 semaines de Champix, le patient est abstinent total de tabac. Il arrête de fumer pendant 8 mois. J'avais poursuivi l'IRS, l'antidépresseur. Il était mieux au niveau
morale. Et puis il reprend un jour avec un ami le tabac, et il revient me voir parce que ses médecins lui ont remis un stent et lui l'encouragent de nouveau à reconsulter. Alors, ce patient, il avait une période où il voulait plus arrêter de fumer, mais comme ses médecins l'ont encouragé, il est revenu. Et là, je lui ai proposé la vape avec des substituts nicotiniques pour reprendre son sevrage, alors qu'il était totalement pas du tout fan de la vape. Il prend une vape avec, alors il va gérer chez un marchand de vape, et il prend 19,9 mg de nicotine avec 2 patchs et des pastilles. Vous voyez, c'était un gros consommateur de nicotine. Et puis, pour faire court, après 2 mois d'utilisation de la vape, donc vapofumage, il arrête totalement le tabac. Ce patient, j'ai suivi pendant plusieurs années. Il n'a plus du tout aimé le tabac. Ça a été vraiment pour lui une révélation. Par contre, il avait plusieurs vapes. Il s'amusait, entre guillemets, à changer de vape en fonction du goût qu'il voulait. Et il m'a clairement dit qu'il était heureux comme ça et qu'il ne voulait absolument pas arrêter la vape, sinon il reprenait à coup sur le tabac. Donc ce patient est resté vapoteur, mais vu sa consommation de tabac, on peut clairement dire qu'il a enlevé ses risques. En tout cas à 95%. La troisième chose, c'est une femme enceinte, et là je trouve que c'est extrêmement important, et réinsister sur les femmes enceintes, c'est majeur. Nous avons malheureusement en France fait beaucoup de mal aux femmes enceintes, parce que les femmes enceintes sont suivies par des gynécos, et c'est très bien, des sages-femmes, et c'est très bien, et avec les recommandations du conseil du CGOM, Conseil national des gynéco-obstétriciens, merci, qui dit que il faut surtout, c'est déconseillé chez la femme enceinte, ce qui est hallucinant, de dire qu'une femme enceinte, si possible, la première chose c'est qu'elle arrête de fumer. On est d'accord, on est tous d'accord. Mais si elle n'y arrive pas, il faut absolument lui proposer des substituts nicotiniques, c'est essentiel. Et ça, c'est déjà quelque chose qui a du mal à être fait. Donc la nicotine est essentielle, le monoxyde de carbone doit être absolument éliminé. C'est ça qui est toxique pour la maman et pour l'enfant. Et finalement, si elle est aidée par la vape à arrêter de fumer, si vous lui dites faut arrêter votre vape tout de suite, elle reprend le tabac. Donc ne pas lui donner le risque de reprise du tabac. Les recommandations du CGN, du SMOG9, moi je vais y arriver, malheureusement font que beaucoup de gens qui ne sont pas comme vous des professionnels du sevrage, de toutes sortes, de l'addiction, eh bien ils déconseillent les vapes. Dès qu'ils voient des femmes enceintes qui vapotent, ils leur disent vous arrêtez tout de suite, mais ils ne leur donnent pas les conseils qu'il faut pour ne pas reprendre le tabac. Donc on fait beaucoup de mal. Et je trouve que c'est grave que l'on soit contre-productif par rapport à nos patients. Et je suis pour qu'on aide nos patients et qu'on ne soit pas en train de leur faire du mal. Donc cette femme enceinte de 3 mois, elle avait arrêté avec la vape. Et d'ailleurs, c'est évidemment ça qui l'a aidée, enfin très probablement. Le fait d'arrêter le monoxyde de carbone permet d'améliorer la fertilité. Elle a arrêté de fumer et du coup, elle a eu la grossesse qu'elle désirait et elle a pu être enceinte. Elle était enceinte, enfin, parce qu'elle avait jusque-là pas réussi à arrêter de fumer, après avoir stoppé le tabac, et elle poursuit la vape, parce que sinon elle sent qu'elle retourne vers le tabac. Son gynéco lui dit, d'après les recommandations, il faut tout de suite arrêter la vape, même si vous reprenez le tabac. C'est ce que disent les gynécos, et c'est très très grave. Donc qu'est-ce qu'on peut proposer à cette femme pour, évidemment, éviter une reprise du tabac? Et voilà. J'ai pas compris? Exactement, ben vous êtes tous, on est tous d'accord, c'est-à-dire les substituts nico et de maintenir sa vape si cela lui permet de ne pas retourner vers le tabac. Et c'est logique, et c'est une aide qui est généreuse et qui me semble logique. Et si on dit, moi je n'attends que des études qui vont sortir peut-être dans 20 ans, eh bien je n'aiderai pas les patients pendant 20 ans, comme ça je n'ai aucun risque. Mais je vais arrêter aussi de faire des prescriptions, parce qu'avec de Doliprane, j'ai quand même un risque d'hépatite fulminance. Avec le sport, il y a quand même un risque d'entorse et de fracture, donc je vais arrêter de conseiller les patients. Et la position des mains, c'est mal vu en ce moment. Donc franchement, je pense qu'il faut être pragmatique et généreux pour nos patients. Voilà, c'est ça la conclusion. Alors bien sûr, je lui ai proposé d'utiliser des patchs et des formes orales pour éviter au maximum sa vape, mais de garder la vape si cela était un risque de reprise du tabac, de surtout pas reprendre le tabac, d'associer bien sûr les formes orales qu'elle voulait, et puis
Si elle était vapofumeuse, bien sûr, l'urgence, c'est l'arrêt du tabac pour éliminer le monoxyde de carbone. Une étude, parce qu'il faut aussi parler des bonnes études, hein, il y en a, ça existe, hein, il y en a qui sont un peu aveugles par rapport à ces bonnes études, mais elles existent. L'étude irlandaise, justement, qui est sortie dans un grand journal de gynéco-obstétrique, qui montre que chez des femmes enceintes, il y a eu 4 groupes. Des femmes enceintes qui ont été suivies, qui étaient fumeuses, et des femmes enceintes non fumeuses. Et évidemment, on a voulu voir l'action de la cigarette électronique chez ces femmes enceintes. On s'est basé sur le poids de naissance du bébé. Cette étude est très intéressante parce que ce qu'on sait tous dans les études qui ont déjà paru depuis longtemps, c'est que si une femme fumeuse si une femme fumeuse enceinte accouche, par rapport à une femme non fumeuse, le bébé a un poids de naissance qui est d'environ 10% de moins que la non fumeuse. Donc on sait que c'est pas bon pour le développement du bébé, le monoxyde de carbone. Ça, on le sait. Mais une femme vapoteuse par rapport à une non-fumeuse ou une fumeuse, on savait pas. Et cette étude montre quelque chose de très intéressant, que les vapoteuses, elles ont un bébé qui a un poids de naissance qui est semblable aux non-fumeuses. Donc c'est le monoxyde de carbone qui a une très mauvaise influence sur le poids de naissance de bébé. Et les fumeuses, bien sûr, ont un poids de naissance, les bébés ont un poids de naissance de 10% de moins. Ça, on le savait déjà. Et ce qui est intéressant dans cette étude aussi, c'est pas dans toutes les études, il y en a qui montrent pas ça, mais cette étude montrait que les vapofumeuses, dans cette petite garde du tabagisme, ont toujours du monoxyde de carbone et le poids de naissance du bébé se rapprochait plutôt des fumeuses. Donc, en effet, il faut encourager les femmes, si elles sont aidées par la vape, à vapoter, mais il faut les aider avec les substituts et surtout, si elles sont vapofumeuses, à éliminer totalement la cigarette. Alors là, je sais pas si ça va passer, mais c'est justement en pratique une femme enceinte qui témoigne, et vous allez voir, les patients. Voilà, donc nous sommes retournés à 30 ans en arrière. C'est moi qui ai fait une fausse manœuvre, excusez-moi. Donc voilà, c'est ça qu'il faut qu'on évite. C'est il faut qu'on aille comme les Anglais de l'avant, qu'on aide les patients. Ils ont 6% de femmes enceintes qui fument. On en a près de 20-25%. Donc je pense qu'il faut clairement favoriser les substituts nicotiniques, les thérapies comportementales. On est d'accord qu'il faut continuer en parallèle à être empathique, à aider nos patientes, qu'elles trouvent elles-mêmes, enfin qu'ils trouvent tous nos patients des comportements qui les aident à avancer, des comportements qui leur plaisent. Mais bien sûr, il ne faut pas les décourager à l'utilisation de la vape si cela les aide dans le sevrage tabagique. Bien sûr, le but c'est zéro cigarette, c'est évidemment l'association des deux. Donc les études que nous a montrées Anne-Laurence Lefaou montrent qu'il y a une efficacité et des substituts et de la vape. Donc c'est un élément, c'est pas un médicament, on est d'accord, c'est un élément qui aide nos patients. Donc aidons nos patients à être aidés. Ça c'est important. Et évidemment, de faire une diminution progressive de la vape quand ils n'ont plus le risque de reprise du tabac, c'est ce que j'encourage à faire tous mes patients, avec une diminution d'abord de la fréquence avant de diminuer la dose de nicotine. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être, c'est des recommandations par les Anglais justement sur l'utilisation de la cigarette électronique pendant la grossesse. C'est extrêmement bien fait. C'est les questions que vont poser des patientes. Je vous le conseille, vous pouvez aller voir sur le site des Suisses qui est le stoptabac.ch qui est très bien fait et qui a fait la traduction de ce petit fascicule
qui est fait pour les professionnels de santé, pour l'aide aux femmes enceintes. Voilà, donc la Public Health of England, c'est pas des abrutis, c'est des gens qui travaillent toutes les semaines, qui ont fait l'estimation à 5% de la vape, mais on est tous d'accord, fumer c'est pas bien, mais justement nos patients sont malades, c'est pas une question de bien ou de pas bien, il faut qu'on les aide à en sortir avec tout ce qui peut les aider au mieux. Et il faut surtout pas qu'on soit contre-productif par rapport aux professionnels de santé qui sont des professionnels de santé autres que des addictologues. Donc ça doit permettre évidemment de sortir du tabac, donc c'est pas à recommander chez les non-fumeurs, on est d'accord. On peut les associer à tous les traitements, malheureusement la varenicline n'est pas disponible actuellement, j'espère qu'elle reviendra un jour parce que c'était une aide supplémentaire. Mais bien sûr, le non-risque, c'est le sevrage total du tabac. Et chez les jeunes, comme vous avez vu, c'est peut-être une manière pour eux de ne pas aller vers la cigarette ou d'en sortir. Donc, il faut que nos patients puissent être aidés à arrêter avec plaisir. Il faut donc encourager nos patients avec ce qu'ils choisissent eux et qui leur plaît. Et c'est ce que moi j'ai toujours pratiqué avec les substituts nicotiniques. Les patients avaient toujours le choix de prendre des gommes s'ils préféraient, des pastilles s'ils préféraient, l'inhaleur s'ils préféraient, ou le spray, ou tout en même temps. C'est le patient qui choisit. C'est le patient qui choisit aussi à quel moment il passe à 0 cigarette. Et c'est le patient qui choisit aussi s'il a envie d'associer la vape ou pas. Je vous remercie.